Merci à tout le monde. Donc, je ne reviens pas sur la présentation. Je rajouterai de surcroît que je suis également ancien auditeur du cycle des hautes études européennes. Donc, j'ai écouté les collègues et Serge tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt. Très bien. Bon, en 10 minutes à peu près, euh, l'état actuel des relations entre la Chine et l'Union européenne. Donc, on est obligé d'aller un peu à grands traits. Ces relations sont quand même assez difficiles en ce moment. Elles sont compliquées et difficiles. Je rappelle simplement quelques faits. Il y a eu l'épisode il y a quelques semaines ou 2 ou 3 mois des sanctions qui ont été prises par l'Union européenne suite aux allégations enfin, aux soupçons très forts de travail forcé au Xinjiang et les contre-sanctions qui ont été prises par la Chine à l'encontre de parlementaires européens et à l'encontre de think tanks, une période de glaciation qu'on a vraiment senti ici très très fortement à Pékin des relations qui sortent à peu près aujourd'hui de la période de glaciation, mais qui sont encore extrêmement fraîches. Tout l'épisode qui a entouré la question de l'accord sur les investissements entre l'Union européenne et la Chine, le fameux CAI, Comprehensive Agreement on Investment, par beaucoup de concessions chinoises, qui a été validé par les chefs de gouvernement, mais dont la ratification par le Parlement européen s'avère extrêmement hypothétique. Alors, ces relations qui sont vraiment compliquées aujourd'hui, comment ça s'explique si on balaye un peu très rapidement l'évolution des dernières années, on avait encore il y a 5, 6, 7 ans, jusqu'au tournant à peu près de 2015, une situation dans laquelle la Chine considérait l'Union européenne un peu comme un terrain de jeu, et un terrain de jeu, on peut se le dire ici, un peu facile, pas très compliqué au plan économique à coup sûr, parce que ce sont des marchés extrêmement ouverts, parce qu'il y a des législations assez morcelées entre les pays, mais également certains diraient le considérer aussi un petit peu comme un ventre mou, y compris même en termes politiques, puisqu'il était assez aisé de jouer les pays les uns contre les autres, de planter des coins en quelque sorte entre les différents pays. Donc on l'a vu ça de plusieurs façons. La Chine avait plutôt l'habitude d'avoir un dialogue direct avec les grands pays de l'Union européenne et d'en avoir peu avec les institutions européennes, en ignorant ou plutôt feignant d'ignorer les limites des compétences entre ce qui est du droit communautaire et ce qui est du droit national. Elle a développé jusqu'à une période récente avec succès des relations extrêmement soutenues avec un grand nombre de pays d'Europe centrale et orientale. Il y a un concept ici, vu de Pékin, qui est très connu et qui s'appelle le 17+1. C'est quoi le 17+1? C'est la relation particulière qu'entretient la Chine avec 17 pays d'Europe centrale et orientale. Sur les 17, il y en a quand même 11 qui appartiennent à l'Union européenne. Et c'est donc une relation, évidemment, du faible au fort, puisque ce sont des petits pays à chaque fois, mais où la Chine arrive vers ces pays en leur disant, écoutez, je suis capable de vous financer des infrastructures qui, dans certains cas, peuvent s'ajouter d'ailleurs aux fonds structurels. Et puis, on le sait parce que ces pays nous le susurrent ensuite à l'oreille, leur susurre, vous savez, à l'Union européenne, il y en a que pour les grands pays, vous êtes un peu négligés, donc on peut vous aider, etc. Donc c'est quelque chose qui a connu et qui continue à connaître un certain succès. Il suffit de regarder le soutien constant que certains pays, la Hongrie, pour ne pas la citer, par exemple, apportent de façon constante à la politique chinoise. Et puis, dernier point, la Chine a également planté des coins plutôt vers l'Europe méditerranéenne, en les insérant, comme d'ailleurs les précédents, dans ces routes de la soie, et donc en faisant des investissements, notamment d'infrastructures, et notamment sur les ports. Donc, chacun a en tête un petit peu ce qui s'était passé avec le Pirée en Grèce, mais ils sont extrêmement présents également à Chypre, extrêmement présents également à une époque où on pensait à prendre des investissements sur le port de Sagres au Portugal, le port de Gênes en Italie, et je rappelle quand même que l'Italie a été le premier pays du G7 à adhérer aux routes de la soie. Bon, même si aujourd'hui, j'y reviendrai après, l'éloignement italien est assez sensible. Donc, on partait de cette situation
d'un terrain de jeu finalement politico-économique assez facile pour la Chine qui s'est beaucoup tendu depuis quelques années. Alors ça s'est tendu pour deux raisons, à la fois chinoise et européenne. Chinoise au tournant des années 2015, on est passé du fait d'ailleurs du leadership chinois qui a un peu changé à ce moment-là, pas le temps de trop élaborer, d'une période qui était une période quand même assez modeste, où là, on avançait un peu de façon humble, etc., vers une marche désormais qui est beaucoup plus assumée, qui est parfois un peu triomphante, qui est parfois un petit peu agressive, ou avec un plan notamment autour de 2015 qui s'appelait China 2025, on a fait la liste de tous les domaines technologiques dans lesquels il fallait que la Chine fasse des acquisitions, fasse des progrès. Et évidemment, l'Europe était en première ligne par rapport à cela. Et il y a eu un événement qui a beaucoup marqué les esprits, qui s'est plutôt passé en Allemagne autour de cette période-là, qui était le rachat par une entreprise chinoise, s'appelait Midea, d'un fleuron technologique allemand de la robotique, KUKA, et qui a commencé à faire prendre conscience des risques, certains diraient un petit peu de prédation, en quelque sorte, sur les pépites technologiques d'un marché qui était moins défendu que d'autres, notamment le marché américain. Et donc, dans ce contexte-là, on a commencé à voir émerger des législations, d'abord nationales, puis ensuite reprises au plan économique, au plan européen, de ce qu'on appellerait en anglais de screening, c'est-à-dire de possibilités pour l'État de s'opposer à des reprises et à des acquisitions par des entreprises étrangères, qui ne sont pas forcément chinoises, mais qui étaient quand même beaucoup conçues comme étant chinoises, pour les empêcher de faire des acquisitions stratégiques dans certains domaines, évidemment dual, mais pas simplement, également dans des joyaux technologiques. Alors, tout ça conduit à une situation aujourd'hui qui est un peu compliquée, où on fait un peu le grand écart. Le concept qui, au départ, était français, qui ensuite est devenu allemand et qui est de plus en plus européen, c'est de considérer aujourd'hui que la Chine, elle a, vu d'Europe, trois dimensions différentes et qui sont quand même un petit peu antagonistes. C'est un partenaire, et c'est un partenaire notamment dans le domaine climatique, de la lutte contre le climat, et le fait que la Chine a annoncé la neutralité, le pic de ses émissions avant 2030 et la neutralité carbone en 2060. C'est un pas que tout le monde attendait, qui a été franchi par le président Xi Jinping à l'automne dernier. Donc c'est un partenaire en matière climatique. C'est un concurrent au plan économique, et c'est un concurrent qui est quand même pas toujours complètement loyal, avec encore une fois des pratiques qui sont régulièrement dénoncées à l'OMC, des subventions pour les entreprises d'État, un protectionnisme extrêmement fort de son marché par des barrières primaires, mais surtout par des barrières secondaires qui sont quand même extrêmement vigoureuses, et donc un compétiteur et un concurrent pas toujours loyal. Et troisième concept, et ça c'est plus nouveau, un rival systémique. Et ce rival systémique, c'est vraiment quelque chose dont on parle de plus en plus aujourd'hui, c'est-à-dire que la Chine, mais c'est nouveau depuis quelques années, développe un contre-modèle de société vendu au monde en quelque sorte comme alternative, notamment aux pays du Sud, et en disant, écoutez, voilà, le monde occidental, c'est bien beau, le multipartisme, la démocratie, tout ça, c'est bien beau, mais enfin, quand on discute, nous, à chaque fois, vous discutez avec des Chinois, ils vous disent, nous, quand on a connu plusieurs partis, c'était avant la guerre, et c'était avant 1945, et c'était la guerre civile. Donc, personne ne veut revenir à la guerre civile, donc au multipartisme. Et donc, ce rival systémique qui s'affirme aujourd'hui, on le voit, qui est une diplomatie extrêmement agressive, un peu partout dans le monde. C'est la troisième dimension. Donc, partenaire, compétiteur et rival systémique, on voit que c'est un peu le grand écart et que selon qu'on est plus ou moins proche des États-Unis ou de tel ou tel autre pôle, eh bien, on mettra plus l'accent sur le côté rivalité, plus sur le côté partenaire. Et on voit bien que même à l'intérieur de l'Union européenne, et on a vu quand même ces contradictions un petit peu au moment du G7 et voire des réunions du week-end dernier, on n'est pas tout à fait toujours sur les mêmes positions. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je termine par là. On est aujourd'hui dans une situation où l'Union européenne est devenue un partenaire plus difficile et plus compliqué aujourd'hui pour la Chine. C'est incontestable. Elle le voit avec tout le débat sur cet accord investissement qui a été signé rapidement à la fin de l'année dernière. Je le disais, cet accord traînait depuis 7 ou 8 ans. La Chine, au dernier moment, dans le courant du mois de décembre, a fait des concessions
qu'elle n'avait pas faites au cours des années précédentes et qui ont conduit à cet accord. Donc la photo a été faite, etc. Et maintenant, au niveau de la ratification, elle voit qu'effectivement l'Europe met dans cet accord en avant ses valeurs, c'est-à-dire des conditions notamment environnementales et sociales, lutte contre le travail forcé, le travail des enfants, ratification des conventions du Bureau international du travail, et qui sont des choses qui n'existe pas dans les autres accords les autres accords commerciaux. La Chine a signé un accord avec toute la zone ASEAN, le RCEP, dans lequel ces valeurs sociales ne sont pas du tout mises en avant. Donc c'est une singularité européenne sur laquelle que la Chine est en train d'expérimenter et qu'on voit bien qui rendent la ratification extrêmement hypothétique. La Chine connaît aussi quelques déboires aujourd'hui quand même dans son entrée européen, si j'ose dire. J'évoquais tout à l'heure le 17+1. À force de pas très bien se comporter avec ces petits pays qu'elle traite vraiment de très très haut et qu'elle traite globalement quand même assez mal, on voit que la Lituanie vient de s'en retirer avec perte et fracas. Donc le 17+1 est devenu le 16+1. On voit également que certains pays d'Europe centrale et orientale vivent ce que d'autres pays asiatiques ont connu depuis très longtemps, c'est-à-dire que quand vous bénéficiez, entre guillemets, des financements chinois pour les infrastructures, vous apercevez que ce sont des financements avec des conditions très dures, que ces pays sont souvent étranglés par la dette et qu'on arrive même parfois que quand un pays n'arrive pas à régler cette dette, il y a des gages territoriaux qui sont pris par la Chine. C'est ce qui s'est passé avec un port du sud de Sri Lanka, mais c'est assez loin de chez nous. Mais c'est ce qui est en train de se passer au Monténégro quand même aujourd'hui, et ça c'est quand même beaucoup plus proche de chez nous. Et donc on voit que tout ça fait que les choses sont un peu compliquées et que globalement, dans ces prises de position, l'Europe a résisté et arrive quand même à avoir des positions à peu près communes. Alors certes, il y a la Hongrie met son veto quand même de plus en plus souvent à un certain nombre de prises de position qui font que, par exemple, il n'a pas pu avoir une position commune sur la question de Hong Kong. Mais globalement, quand même, la situation est plus compliquée pour la Chine vis-à-vis de l'Europe qu'elle l'était jusqu'à présent. Je termine en disant que une fois qu'on est là, où on en est, on est un peu à la croisée des chemins parce que la Chine voit avec beaucoup d'inquiétude euh, un rapprochement, enfin en tout cas une tentative de rapprochement des États-Unis vers l'Union européenne. De ce point de vue-là, la situation trumpienne était beaucoup plus confortable pour elle, même si elle était compliquée au plan technologique, mais était beaucoup plus compliquée. Elle était plus simple pour elle parce que la dérive des continents était beaucoup plus importante. Là, le rapprochement qui a eu lieu au cours du week-end précédent est vu avec ici beaucoup d'inquiétudes. Mais elle considère qu'elle a quand même toujours de solides arguments. Je termine par là. C'est évidemment, pour les prochaines années, on estime à peu près le tiers de la croissance mondiale qui viendra de ce pays. Ça sera probablement le premier PIB mondial avant la fin de la décennie de 2030, au rythme où vont les choses. Elle prend aujourd'hui une avance technologique extrêmement forte dans beaucoup de secteurs, les véhicules électriques, l'intelligence artificielle, les télécommunications. Et aujourd'hui, au-delà des pays, ce sont les grandes entreprises, et notamment des grandes entreprises souvent européennes, pas simplement d'ailleurs, américaines également. On n'a jamais tant investi aujourd'hui en Chine, y compris d'ailleurs les investissements américains qui n'ont absolument pas baissé au cours de la période de Trump. Et donc la Chine a été l'année dernière le premier récipiendaire d'investissements internationaux à la faveur de la pandémie sans doute, mais aujourd'hui, c'est la première destination des investissements étrangers dans ce pays. Et évidemment, quand la discussion devient plus compliquée avec les institutions européennes, voire avec les gouvernements, la Chine a tendance à vouloir discuter directement avec les grandes entreprises. Et vous avez aujourd'hui des secteurs ou des grandes entreprises qui sont devenues tellement sino-dépendantes. Je pense à l'automobile allemande, par exemple, qui fait entre 30 et 40% de son chiffre d'affaires mondial aujourd'hui dans un seul pays et qui est en train d'ailleurs de produire sur place de plus en plus des voitures électriques qui reviendront dans quelques années avec des voitures chinoises déferlées sur le marché européen. On voit que ces choses sont en train un petit peu de se concrétiser, en tout cas une relation qui est devenue beaucoup plus complexe qu'elle était jusqu'à présent. Voilà, on pourrait en dire beaucoup plus, mais dans le temps qui m'était imparti, je me limiterai à ça. Merci beaucoup.